Apéro spécial playoff. Spécial demi de conférence. Yes sir. Il y a du combat. Tout à fait. Il y a des équipes qui rigolent pas du tout. Oh là non. Il y a des petits jeunes qui n'en veulent, comme on dit. Mm-hmm. Et puis, il y a peut-être une équipe qui n'y est pas du tout. J'en vois une qui n'y est pas du tout. Est-ce qu'il lui manque un pivot? Est-ce qu'il lui manque un pivot? Ouais. Bon, bref, allez, on va voir. Ça démarre, les fans de Philly sont contents de cet apéro. On s'installe tranquillou en espérant que vous allez bien. Petit bilan au bout de 2 matchs de play-off dans ces demi-finales, puisque au moment où on vous parle, petit break. On a 2 matchs qui ont été joués dans chaque série. Mm-hmm. Et donc on va se permettre de faire un peu un bilan, d'abord à l'Est, puis ensuite à l'Ouest, si vous connaissez bien cette chaîne. Avant ça, 2 petites informations à vous filer. Déjà la première, vous le savez, vous le connaissez, ou si vous ne le connaissez pas, foncez. Il y a un shop Trash Talk sur lequel vous pouvez retrouver plein de magnifiques collections Made in Trash Talk. Eh bien dites bonjour, dans la Descro, allez-y foncez, au nouveau copain, le cœur brodé. Le cœur brodé, donc... il est beau pour les passionnés. Hoodie. Oui. Là, je monte le t-shirt. Il n'existe pas qu'en noir, il existe en blanc et il existe en gris également. Après avoir les couleurs qu'on a, mais je sais qu'on a on a du sweat gris, on a du sweat bleu, enfin que des couleurs qui vont bien. Exactement. Et donc, si vous regardez bien de près, donc c'est un cœur découpé. Non seulement il est brodé, mais il est surtout découpé dans un ballon de basket. C'est le cœur balle orange, quoi. C'est ça, donc si vous êtes passionné comme nous, que vous aimez le basket et que vous voulez représenter votre amour, n'hésitez pas, foncez, en plus ça soutient la team Trash Talk. On vous laisse aller checker dans la Descro, c'est disponible dès maintenant. C'est valable combien de temps ça? C'est disponible combien de temps? Parce que c'est disponible que sur une courte période. C'est chrono comme on dit. Si vous voulez anticiper pour la Saint-Valentin, faut pas perdre trop de temps. Tout à fait. Vous aurez beaucoup d'avance. Vous allez avoir de l'avance, mais vous allez surtout avoir la classe sur ce printemps-été si vous voulez, donc on vous laisse aller checker dans la Descro, le cœur brodé. Évidemment, est disponible sur le shop de Trash Talk. Deuxième information pour celles et ceux qui peut-être ont du mal avec les réseaux sociaux. Ce samedi, nous serons à Nancy, si je ne dis pas de bêtises. Ce samedi. Exactement, et le samedi suivant Toulouse. Voilà. Donc, j'allais dire binouze à Nancy et saucisse à Toulouse. Oui, tout à fait. On n'est pas dans les clichés, c'est ça qui est bien. Non, c'est ça. Voilà. On se permet, mais donc rendez-vous. Il y a toutes les infos qui sont sur les réseaux sociaux de Trash Talk. On sera là pour faire une petite séance de dédicace. Venez, viendez. C'est 14h à la Fnac de Nancy ce samedi. C'est ça. Je redis les horaires parce que j'ai eu des questions sur les horaires. Donc 14h et 13h30. À la Fnac Labège de Toulouse. Exactement, Labège. Donc Toulousain, Toulousaine, venez, ou même si vous êtes à Lille et que vous aimez faire de la route, n'hésitez pas à vous faire la diagonale. Toulouse, bien sûr. Moi, je sais pas quoi faire samedi, donc je vais le faire. Voilà pour les informations. Évidemment, on vous laisse aller checker tout ça. On va pouvoir commencer ? Allez. Nous sommes dans la conférence. Tu veux commencer par quelle série ? Moi, je souhaite rebondir sur ton running gag. Ouais. On va faire sur les équipes qui ont joué le plus récemment. Et donc, nous sommes à 2 matchs joués dans la série entre Miami et Philadelphie. Et Alex ? Il y a combien déjà dans cette série ? Je me rappelle plus. Il y a 2-0 pour le Heat. Oui. Et t'avais l'air particulièrement inquiet et concerné par ces histoires. Je te lance tout de suite sur les Sixers. Oui, en même temps, on était inquiet. Quand on a fait la preview, on était inquiet. Je veux dire, on savait donc que Joel Embiid ne jouerait pas Game 1, Game 2. Ça a été le cas, il n'a pas joué. Il a un problème au plancher orbital, je crois. C'est ça, je crois que c'est ça, plancher orbital. Enfin, là, au niveau de sous l'œil. Voilà, médecin Twitter. Ouais, voilà, exactement. Il pourrait, conditionnel, revenir pour le Game 3 ou pour le Game 4 avec un masque. Mais c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Les dernières infos qu'on a, précision extrême, genre ça y est, il a ressorti, il a regardé son téléphone parce qu'avant ça le fatiguait trop de regarder la lumière de son téléphone. Tout à fait. Trop. C'est pas franchement rassurant. Non, bien sûr. Et ce qui est encore moins rassurant, et ça, on pouvait s'en douter, mais là je trouve qu'on est vraiment dedans, dans le dur côté Sixers, c'est que waouh, c'est Sixers sans Joel Embiid. En tout cas là. À 2-0. Après, on va balancer de l'expertise et de l'analyse fine et tout. Mais là, à 2-0, t'es là, tu dis putain, dis donc, rien que d'en prendre un, ça va pas être facile sans Joël. Tout à fait. Mais bien sûr. On a cette sensation. Ben oui, je suis bien d'accord. À 2-0, comme tu le dis bien, on est un peu inquiet sur cette histoire de Game 3 puisque maintenant la série bascule à Philadelphie. On va revenir sur les matchs 1 et 2, mais c'est vrai que pour le moment, il y a hésitation sur le retour potentiel de Joel Embiid parce que
pour celles et ceux qui n'ont pas les infos, il faut respecter un protocole suite à des commotions cérébrales. Lorsqu'il y a des chocs à la tête, il faut respecter un protocole avant de retourner sur les parquets pour éviter des soucis qu'on a déjà eu par le passé. Et pour le moment, au moment où on parle, les étapes validées, elles sont au nombre de 0. Donc on va surveiller sur les 48 prochaines heures, puisque le match 3 sera vendredi soir, si je ne dis pas de bêtises. Dans la nuit de vendredi à samedi. À Philadelphie. C'est-à-dire que là, au moment où on tourne, il n'y a pas de match dans la nuit du jeudi au vendredi. Exactement. Il y a repos. Alors après, est-ce qu'il y aura un trophée en 3 lettres qui sera remis à Philadelphie pendant que les fans de Denver sont en PLS ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va surveiller ça de près et que, comme tu le dis, rentrons maintenant dans les détails de ces 2 premiers matchs et on vous attend évidemment dans les commentaires, fans du Heat, de Philly ou simple observateur. On a vu Philly vraiment galérer. Game 1, tu es bien là dans la première mi-temps. Oui. Tu même mènes au score. Légèrement devant à la mi-temps. Exactement à la pause. Mais c'est trop compliqué sur la deuxième période. L'ajustement de Miami est complet, trop collectif, tu peux rien faire. Il y a les ajustements, et il y a aussi juste le côté usant de ce Heat, qui petit à petit prend le dessus sur l'attaque des Sixers, qui, déjà avec Joel, on peut dire qu'elle est un peu stéréotypée, mais c'est pas vraiment un problème, puisque le côté stéréotypé, c'est qu'en fait, tu donnes la balle au meilleur marqueur de la NBA. Voilà, et l'une des forces les plus instoppables du moment au poste bas, quand même, on va pas se mentir. Oui, c'est stéréotypé, mais c'est compliqué à arrêter. Donc voilà. Sauf que là, ils ont pas ça. Donc là, tu restes, malgré un Tobias Harris qui fait plutôt un bon game 1. Excellent playoff. Des playoffs, et son game 1 face au Heat et tout, bon game 1. Mais petit à petit, l'attaque des Sixers s'effrite, s'érode sur la défense du Heat, qui eux, le Heat, ne faiblissent pas côté offensif, et donc l'écart se creuse. Et je trouve que dans le Game 2, on a eu un peu le même genre de... C'est pas tout à fait pareil, parce que la première mi-temps des Sixers est un peu meilleure dans le Game 1 et tout, mais dans les 2 matchs, déjà, moi, je veux bien ton avis là-dessus, Bastien, j'ai eu cette sensation, tu vois, genre le match 2, déjà, je suis quasiment sûr, je crois que le Heat a gagné tous les cartons. C'est qu'en gros, au fur et à mesure du match, les Sixers sont pas si loin, et en même temps, ils sont trop loin. Tu sais, il y a cette sensation, tu sais, le grand, il a mis sa main sur le front du petit, et le petit, il essaye de donner des... Mais il peut pas le toucher. Il est trop petit. Le petit étant barbu. Hein. Oui, il est barbu, le petit, tout à fait. Je suis d'accord avec ce sentiment-là. Il y a cette sensation je suis d'accord. Genre, tiens, c'est trop haut, la marche, ça va pas le faire. Sans Embiid, c'est trop compliqué. Non, sans Embiid, c'est sûr. Là, on le sent. Miami, rendons à César ce qui lui appartient, s'ajuste bien. Eric Spoelstra décide, notamment sur les 2 mi-temps, sur les 2 match 1 et 2 sur les deuxièmes mi-temps, d'intensifier la défense et donc de mettre un véritable mur. Laissons Tobias Harris faire ses choses. Laissons Tyrese Maxey. Puis jouer. Laissons Tyrese Maxey en effet faire son travail et ses pénétrations. Très bon deuxième match. Tout à fait, il a été énorme, mais pas de barbu. Pas de James Harden qui va commencer à faire la différence du tout. On va le frustrer à la mort. Victor Oladipo sur lui, PJ Tucker. Tout le monde est envoyé en premier ou second rideau sur Harden. Et donc je te suis totalement. C'est que dès que Philadelphie se rapproche du score, il suffit que Miami appuie sur les bons boutons. C'est pas de la science incroyable ce que fait Miami. Ils appuient là où ça fait mal. Ouais. Ils comptent sur les garçons qui doivent contribuer, Tyler Herro, Bam Adebayo, Jimmy Butler et compagnie, sans avoir à compter sur Kyle Lowry. Et une fois qu'ils font 3-4 stops défensifs, en laissant les Danny Green, George Niang et Matisse Thybulle envoyer des saucisses, et ensuite ils attaquent bien, tu te retrouves à 10-12 points d'écart, et combien de fois on a répété qu'en fait à Miami t'es mené de 12, accroche-toi frère. C'est ça. En plus, Miami profite aussi de certaines largesses, parce que largesse défensive des Sixers, parce que l'absence de Joel Embiid, c'est pas que un problème offensif pour les Sixers, c'est aussi un problème défensif. DeAndre Jordan, il a été ciblé. Adebayo, il se fait des festins. Il se fait Adebayo. Et alors, Tyler Herro contre la seconde unit, il fait trop bien. Au premier match, Tyler Herro, il a quand même outscore le banc entier des Sixers, je crois, si je dis pas de conneries. Attends, de toute façon, évidemment, il fait la teuf. Il vient d'être élu 6e homme de l'année. Et le banc de Philly, déjà de base, n'était pas incroyable. Donc là, quand t'as George Niang qui rentre pas un shoot, quand t'as les autres garçons qui arrivent pas à contribuer. Il a un point pour le banc de Philly au premier match, 25 pour Tyler Herro. Oui, bien sûr. Et j'ai envie de dire, au deuxième match. Avant même que la série démarre, on savait que l'avantage y était côté Heat, parce que t'as Tyler Herro, parce que tu sais qu'il va y avoir des bons Oladipo et compagnie. Mais
Même Dwayne Dedmon, il y en a beaucoup qui font le travail, c'est du Miami Heat basketball. Mais de là à ce que l'écart soit aussi grand, c'est-à-dire que Matisse Thybulle, avec tout le respect qu'on a défensif pour lui, tu attaques à 4 contre 5. Oui, et en plus, tu as raison de citer Victor Oladipo, parce que sur le premier match, un peu plus discret, Victor. Par contre, deuxième match, non seulement Tyler Hero continue son travail de sap et d'energizer en sortie de banc, mais en plus, il y a Oladipo. Du coup, à eux deux, 37 points. Ouais, bien sûr. À eux deux. Ils ont été trop forts, et du coup l'écart avec le banc est terrible parce que, comme on le disait, Georges Niang, qui était capable de bien scorer à 3 points, il rentre pas un shoot et il prend des fautes. Il prend des fautes, il peut pas défendre. Doc Rivers, il envoie, il sait pas trop quoi faire entre, évidemment, balancer soit de la zone, là, des moments là, mais... Il a essayé certains moments où c'était pas mal au game one, on s'est dit tiens, une petite zone, ça joue plus petit. Et d'ailleurs, quand Philly joue plus petit, et qu'on n'a pas forcément de DeAndre Jordan, c'est pas mal. Il y a quelques séquences qui sont pas mal, mais quand tu n'as pas de Thybulle qui peut contribuer, quand tu as Georges Niang qui rentre pas un shoot, quand tu mets Furkan Korkmaz, bon en gros, Korkmaz il est sur le terrain, c'est un apéricule. Même Shake Milton, il est en galère. Paul Millsap, tout ça. Le banc de Philly est complètement débordé. Ouais. Le banc de Philly est complètement débordé et les titulaires sont quand même bien tenus par les titulaires adverses. En termes de dureté, en termes de hustle, en termes de volonté aussi, ils se font quand même manger Philadelphie. On savait que cette équipe de Philadelphie pouvait être parfois un peu friable mentalement, même avec Joel. Bon là en plus ils n'ont pas Joel Embiid. Mais effectivement la Miami appuie fort aussi sur ça. C'est-à-dire qu'il les joue dur et tout. Et pourtant Miami, sur certaines phases, notamment dans la première mi-temps du match 1, moi j'étais là devant, je me dis c'est vrai que Kyle Lowry ça pourrait leur manquer. En fait ça va. Dans cette série... Il manque Joel Embiid, donc c'est un manque immense pour les Sixers. Mais mine de rien, Kyle Lowry, c'est un vrai manque pour le Heat. Bien sûr. Et ils arrivent avec des Gabe Vincent, des Max Truss et tout. Ils vont pas te faire oublier Kyle Lowry, mais ils arrivent à faire le boulot. Genre, les Gabe Vincent et les Max Truss, en premier rideau sur Harden, ça fait du bon taf quand ça switch et qu'ils sont dessus. Ça joue dur et tout, ça joue intelligemment. Les mecs sont complètement dans les consignes. Donc ouais, là, Miami est vraiment en contrôle. Tout à fait, j'allais dire, c'est un contrôle total. On voit Eric Spoelstra en plein temps mort qui dit ériger un mur, les mecs, il faut que Harden voit le mur. Pour le moment, il voit le mur, on va parler du barbu. Ce sentiment, donc, comme tu disais, de contrôle, la série, elle va basculer à Philadelphie. Est-ce que c'est... il leur faut le Game 3 Sixers. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est un peu osé de dire que Miami a quand même de la marge offensive? Ils sont adroits, à 3 points, il n'y a pas de problème. Mais, comme tu le disais là, ils n'ont pas été bons à certains moments. Ils peuvent encore mieux attaquer le Heat s'ils veulent. En fait, j'ai l'impression que ces Sixers, en tout cas sans Joel Embiid, sont encore moins dangereux que les Hawks pour le Heat. Dans le sens où les Hawks, d'ailleurs on l'a vu quand ils ont réussi à en prendre un, ils ont quand même des armes offensives réelles et variées, même quand le Heat arrivait bien, très très bien défendu Trae Young, t'étais pas à l'abri d'un Bogdanovic, d'un Gallinari qui va chercher, ou Huerter qui te rentre des trois, enfin tu vois, les Hawks là, on sent que ça patauge offensivement côté Sixers, que Tobias Harris essaye de se démener ou maxer, mais c'est un peu chacun son tour, c'est un peu compliqué, alors qu'une défense comme celle de Miami, ce qu'il faut c'est beaucoup de mouvements de balle pour la mettre à mal. Donc oui, je suis d'accord avec toi, je pense que Miami a de la marge et que tant que les Sixers n'arriveront pas à les pousser dans les retranchements, on avait identifié un éventuel point faible, éventuel, j'ai bien dit, du hit, c'était les fins de match, tu sais, parfois se faire un peu pousser dans les fins, sauf que là, à la vitesse où ça va, ils vont pas se faire pousser une seule fois dans une fin de match serrée. Et si tu pousses, si tu, comme tu l'as dit, si tu laisses le hit avec 10, 12 points, peinard, zone de confort, là, les gars, c'est des tueurs. Ils vont te défoncer. Donc c'est sûr qu'au Game 3, tout est concentré sur le retour de Embiid. Faut savoir si Joel sera là avec un masque. Il sera certainement pas à 100% parce que la lumière aujourd'hui. Non, mais même un Joel pas à 100%, ça peut faire beaucoup de bien quand même. Ça te permet déjà tout à fait d'éviter que Bam Adebayo se croie à l'entraînement. C'est ça. Vraiment. Ça te permet d'éviter d'avoir des minutes de DeAndre Jordan en titulaire, qui apparemment est le running gag préféré de Doc Rivers et qui fait que dès qu'il est sur le terrain, Jimmy Butler et Tyler Hero disent il est là. Vas-y, ramène le switch. Cibler le grand. Ouais, oui, normal. Et ça nous mène quand même à une question qui est la grosse discussion en ce moment du côté de Philadelphie. C'est que l'idée n'est pas de dire c'est la faute d'un joueur, parce que c'est pas comme ça que tu t'inclines deux fois de suite contre Miami, mais il y a une grosse inquiétude et incertitude quant au niveau de jeu de Harden sur ces 2 premiers matchs. Disons que
sur la partie ciblage de DeAndre Jordan, l'intelligence offensive de Miami, Tyler Hero qui défonce le banc et tout, ok, faut jouer plus dur, faut peut-être trouver, il a essayé la zone, donc il va y avoir des systèmes défensifs qui fonctionnent un peu mieux et tout, peut-être il y a des choses à chercher et à trouver. Par contre, c'est vrai qu'offensivement, et notamment sur demi-terrain, parce que le Heat, tu peux avoir un peu de transition, mais ça se replie très très bien. Ils sont forts au rebond. Enfin, t'en as pas tant que ça de la transition. Non, faut que Maxey, il a tracé, c'est tout, quoi. Voilà. Ce qu'il a fait sur le il l'a fait dès qu'il peut. Il fonce Tyrese Maxey. Et d'ailleurs, il pète le cadenas. Oui, il emmerde vachement le Heat. Hein, attention. Mais c'est vrai que t'as beaucoup de demi-terrain. On est en play-off. On a une équipe en face qui veut absolument que ça joue pas trop vite et tout. Et là. Sur demi-terrain, ouais, d'accord, ok, Spoelstra, il a dit, faites-moi un mur devant. C'est vrai, un mur devant Harden et tout, mais il n'en reste pas moins que sur les phases d'ISO, où Harden a eu du 1 contre 1, même avec quelques switches à jouer, je suis désolé, on en parlait en preview avant la série, et il passe pas l'épaule. Ou rarement. Alors, c'est des bons défenseurs en face, hein, les Butler, même Gabe Vincent, hein, il est relou. Hein, bien sûr, Trae Young s'en souvient. Voilà, Butler, Gabe Vincent, Tucker quand ça switch, même Adebayo, c'est pas un... Enfin, je veux dire, Adebayo peut tout à fait tenir devant les arrières de la ligue, il se déplace très très vite, c'est compliqué, quoi. Et Oladipo au dernier match. Oladipo, très très chiant. Donc, et Harden, du coup, n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il passe une fois de temps en temps. Dans l'ensemble, il a beaucoup de mal à passer. Du coup, il se retrouve soit dans des step back un peu compliqués à mettre, soit il se résigne un peu. Limite, c'est ça sur le point sur lequel je lui en voudrais le plus. C'est le côté un peu body language. Il n'y a pas l'énergie. Tu sens qu'il n'y a pas l'envie. Tu sens qu'il est déjà un peu résigné, James Harden. Est-ce qu'il est résigné ou est-ce qu'il est trop limité ? Là, on voit une chute dans l'explosivité de Harden. C'est-à-dire que ce dont on parlait d'ailleurs avec Simon, vous en avez parlé une fois dans l'addition, puis on en a reparlé dans le Playoff Science-Fiction, où Simon disait oui, j'ai des doutes sur le niveau physique exact d'Harden, il faut se rappeler qu'il était blessé. Simon disait qu'il avait l'impression qu'il n'avait pas vraiment bien récupéré et qu'il n'avait pas retrouvé sa capacité à driver. Moi, j'ai eu la sensation sur certains moments, quand il est arrivé à Philly, que ça faisait plaisir, qu'on avait l'impression que justement il arrivait de nouveau à créer des différences. Là, je sais pas si c'est... Il y a réussi un petit peu contre les Raptors, donc faut aussi donner du crédit à la défense du 8. Mais bien sûr. C'est une défense ultra relou. C'est la pire et ce genre de joueurs-là, quand ils n'arrivent pas à passer l'épaule, ils sont quand même dans la merde. On va en reparler avec un petit guard des Mavs qui galère bien aussi dans sa série là parce qu'il n'arrive pas à passer l'épaule. Mm-hmm. C'est vrai. Mm-hmm. Et donc du coup, il faut donner du crédit aussi au Butler, au Gabe Vincent, au Oladipo et compagnie, bien évidemment. Mais c'est James fucking Harden, quoi. Soi-disant que c'est encore un des meilleurs attaquants de la ligue. Là, il ne se comporte pas du tout comme un des meilleurs attaquants de la ligue. Là, il est combienième attaquant de la série ? Il est dans la main du 8, ouais. Non, mais il est même pas... Il est que le 3e attaquant de son équipe, là. Et c'est ça, en fait, la phrase qui était insupportable, c'est que avant le début de la série... C'est ça, le problème. Si on avait dit James Harden, qui fait un Game 6 à Toronto, très, impeccable. Très bien, ouais. Donc... Soit il y a un pépin physique réel, soit il y a, je vais pas dire un choix des matchs, mais qu'il y a une manière d'aborder les rencontres qui sont totalement différentes en fonction aussi du mur qu'on va se prendre dans la gueule. Harden est énorme contre Toronto pour finir la série. Qui défend bien et qui joue dur. Tu débarres à Miami, le postulat, Joel Embiid est absent. Au bout de 2 matchs, t'es mené 2-0 et les 2 meilleurs joueurs de Philadelphie sont Tobias Harris et Tyrese Maxey. Personne ne signe pour ça. Personne n'a signé pour ça et personne n'a fait ce transfert pour ça. Là, il est même pas top 5 joueur de la série pour l'instant. Et tu te fais clairement, parce qu'il l'a pris personnellement, outplay par un Tyler Hero qui en profite bien, puisqu'on le rappelle, il y a 1 an et demi, il y avait des histoires de potentiel transfert entre Harden et Tyler Hero. Donc du coup, quand tu as Adebayo, Butler, Tyler Hero, Tyrese Maxey et Tobias Harris, qui sont les 5 meilleurs joueurs de la série, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, des Oladipo et des garçons que j'ai oubliés, mais qu'on ne parle toujours pas de Harden, cette phrase est inacceptable en fait. Non, c'est pas possible. Et donc il y a un moment où il faut se poser la question, c'est 1, où est-ce qu'on en est au niveau de Harden ? 2, rappelons le contexte, l'autre il est en potentielle négociation contractuelle cet été. Oh bah là il est pas en train de gagner de l'argent, je te le dis. Et là, t'as limite envie qu'il prenne sa player option. Ne monte pas. Clairement, tu te dis prends ta player option frère, parce que là, ouais. C'est assez inquiétant pour un joueur qui a besoin de passer l'épaule, notamment pour
pour faire la différence, pour envoyer des Même alley-oops son au step back, il est moins énergique, tout va moins vite là. Les provocations de lancer ne sont pas comme avant, parce que tu peux pas autant passer l'épaule, tu peux pas autant accélérer que tu en attaques, donc du coup sa trottine, c'est trop dur. On espère évidemment qu'il va se réveiller à Philadelphie, parce qu'à Philly, t'as toujours un peu plus de rythme, t'as le peps, il y a le public qui te pousse, t'as les lancers. Il va falloir, de toute façon. Et il va falloir. Il faut que Harden, elle nous lâche un Game 3. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas terminer cette série, Alex, en se disant putain, le 8 est passé à 4-1 et Harden était le 5e meilleur joueur de la série. Ce n'est pas possible. A tourné à 18 points par match avec des pourcentages de merde. Non. C'est pas possible ça. Et encore une fois, oui, t'es ciblé. Oui, c'est sûr. Oui. Mais on ne va pas faire 2 poids 2 mesures. Trae Young a pris tarif, et logiquement, parce qu'il a fait une série de merde contre Miami, il a été ciblé et il manquait d'aide de tout ce que vous voulez. Harden est en train de foncer dans ce mur-là. Ouais, puis je sais pas, je vois d'autres joueurs. Jason Tatum, il est ciblé par la défense de Milwaukee. Et tu cherches. Ja Morant, il est ciblé. Luka Doncic, il est ciblé aussi. Et tu cherches. Donc, et tu trouves. T'es ciblé. Bah oui, t'es ciblé. Il y a pas Joel Embiid, donc t'es ciblé, c'est logique. Et d'ailleurs, même dans l'éventualité où Joel revienne là pour le Game 3 ou le Game 4, les joueurs extérieurs de Miami, ils vont continuer à cibler Harden, à essayer de le prendre à 2 ou à bien switcher pour l'empêcher d'avoir l'accès au cercle et tout, tu vois. Clairement, ils drop coverage, ils passent sous les écrans. Ce qu'ils veulent, c'est qu'Harden n'aille pas vers le cercle, quitte à ce qu'ils prennent des 3 et tout, tu vois. C'est une tactique assez logique face à ce type de joueur. Là, il paye vachement bien. Après, s'il rentrait un peu plus de 3 points, ça paierait beaucoup moins. Hein. Attention, ça, on est bien d'accord. Mais je veux dire, ouais, il faut qu'il se réveille, il faut qu'il soit plus agressif, parce que là, sinon, là déjà, le Game 3, t'étais sacrément dos au mur. Miami, ils vont arriver à Philadelphie, Miami. C'est pas pour revenir à 2-2 à la maison. Non. T'es d'accord ? Mais c'est des tueurs, c'est des assassins. Hein. Les mecs ont perdu le Game 3 à Atlanta, ils s'en souviennent. Hein. Ouais, c'est des assassins, c'est sûr. Hein. Ils vont se dire, on fait pas la même erreur. On y va encore plus fort, encore plus physique. Ouais. C'est sûr. Surtout s'il y a Joel qui revient et tout, ils vont dire, les mecs... Surtout, ils voient la série de l'autre côté, ils disent, attends, si on veut jouer ces mecs-là, il va falloir qu'on soit en forme. Hein. Donc, le plus de repos on aura, le mieux ce sera. Hein. Tu te ramènes à Philadelphie, mené 2-0, et dans tout ce lot d'incertitudes et de constats qu'on a pu faire, je vous pose la question, est-ce qu'un sweep est envisageable ? Bah oui, c'est envisageable. Tu sais quoi, si Joel revient pas, je veux bien voir comment, sans Joel, Philadelphie en prend un. Je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que ça pue du... Vraiment, ça pue. Après, si Joel revient, on verra à quel niveau il peut jouer, parce que ça reste Joel Embiid. Hein. On a tendance à vite oublier, là, dans cette NBA où tout va très très vite. S'il revient, Adebayo, ça va déjà beaucoup moins être le festin pour lui. Et puis de l'autre côté, il va falloir défendre Joel, il va falloir le prendre à 2, ce qui veut dire que tu as quelques shooters des Sixers qui auront des espaces un peu meilleurs et tout. Tu peux tout à fait, c'est plus du tout le même délire. Bien sûr. Même pour une excellente défense comme celle du Heat. Par contre, si Joel revient pas... Adebayo va continuer son festin. Les extérieurs du 8 pourront continuer à jouer fort sur Harden en n'ayant pas peur derrière d'avoir besoin d'aller prendre à 2 un gros pivot, puisque DeAndre Jordan et Paul Reed, c'est pas leur faire offense que de le dire que Adebayo peut les gérer. Hein. Tu vois, comme un grand. Donc, ouais, non, attends, si Joel peut pas revenir, oh là, il y a un grand risque. Il y a un grand risque parce que je trouve que l'écart entre les deux équipes sur les 2 premiers matchs, il est. C'est pas genre. Ils auraient pu en prendre un, les Sixers. On n'a jamais eu la sensation qu'ils pouvaient en prendre un. Jamais. Sur 2 matchs, on n'a pas eu un moment où on s'est dit les mecs ils y sont presque. Non, clairement. La bataille des bancs, on en a parlé, la bataille des coachs. Il n'y a pas de bataille des bancs. J'ai même pas envie de parler de bataille de coach. C'était un blowout la bataille des bancs. Tout à fait, les coachs aussi, hein, évidemment. Après, il y en a un qui n'a pas son pivot titulaire, donc attendons de voir ce que Doc Rivers peut faire une fois que Embiid est présent. Il y a une odeur de gentleman sweep où en fait Miami se dit on en prend un des deux, on retourne à la casa et on les termine à Miami au Game 5. Tu as cette odeur là. Maintenant, on sait que les playoffs c'est long, que les séries ça peut être, il peut y avoir des retournements de situation. Il faut mieux jouer, et quelque part, Philly, tu as envie que Tyrese Maxey refasse le même perf, tu ne peux absolument rien demander de plus à Tobias Harris, qui est impeccable là. Tu peux demander beaucoup plus à ton banc et à James Harden. Oui. Il faut que tout le monde step up leur niveau, parce qu'à Miami, c'est ce qu'ils vont faire. Oui. C'est pas gagné. Dites-nous ce que vous pensez de cette série, et comment est-ce que vous voyez l'issue, parce que là ça peut malheureusement tourner au vinaigre pour nos amis de Pennsylvanie. On va devoir enchaîner. Une série en vert. Milwaukee contre Boston. Nous sommes sur la deuxième série qui a démarré très très fort. On avait vu notamment ce dimanche, si je ne dis pas de bêtises, les Bucks se pointer au TD Garden et le transformer en salle de jeu. Victoire impressionnante de Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday et Brook Lopez et compagnie. Le champion en titre qui remet les points sur les i. Qui récupère l'avantage du terrain. Très très fort. Sans Middleton. Ouais. Surtout que, tu te rappelles le match, Boston, ils entament fort.
Et là, sans paniquer, Milwaukee, avant même la fin du premier quart, ils avaient rendu silencieuse la salle. Ils ont fait très fort. Très très fort. Le Game 1 des Bucks, on l'oublie un peu trop avec la mixtape qu'on a sur le Game 2, mais le Game 1 est vraiment impressionnant. Le 5 majeur est complètement dingue. T'as été obligé de titulariser Bobby Portis, ça se passe très bien. Brook Lopez est absolument inattaquable, parce que toutes les pénétrations de Boston se terminent dans les mains de Brook. Ouais. C'était super dur. Même Grayson Allen, il rentre ses shoots. Enfin, c'était la soirée idéale pour les Bucks qui ont imposé leur tempo. Extrêmement bien défendu, mais du coup, l'autre, il fait un triple-double avec 12 ou 13 passes. Ah, je peux faire de Magic. Ouais, voilà. Jrue Holiday, très bon, surtout quand il a fallu. On en avait parlé dans la preview qu'ils allaient en avoir besoin, parce qu'évidemment, on le rappellera jamais assez, mais c'est énorme, mais il leur manque Middleton. C'est énorme, d'ailleurs, on va en parler par rapport au Game 2. Mais du coup, entre le coup de massue que les Bucks ont mis sur le Game 1, plus la blessure de Marcus Smart, on était limite là au bout d'un match, genre, putain, les Celtics, pas de peau là, c'est moche quoi, tu vois, genre, c'est dur ce qui leur arrive quoi. Tout à fait, c'est vrai, hein, bien sûr, et on n'arrête pas de répéter à chaque fois, attention les Game 1, parce qu'on peut se faire des conclusions hâtives, et attention, etc. Donc c'est sûr que le message qui était envoyé était fort. À Boston, on fronçait un peu les sourcils, on disait parce que t'avais même pas pu compter sur un Jaylen Brown efficace, c'était vraiment très très moyen de sa part. Un mauvais match. Même mauvais, on peut le dire. Tout à fait. Tu pouvais pas vraiment compter sur qui que ce soit, donc c'était... Tatum, même Smart avant de se blesser, il est plutôt dans son match. Bien sûr. La défense de Grant Williams et d'Horford sur Giannis est bonne, hein. C'est plus l'attaque en fait des Celtics qui a été complètement annihilée quoi. Totalement. Et donc quand on est sorti du Game 1, on s'est dit hop. Avec la confirmation quelques heures avant le Game 2 que Marcus Smart n'est pas là, attention, est-ce que Milwaukee va rentrer à la maison en menant 2-0 ? La réponse, on l'a eu, c'est non, et c'est un non très très clair. C'est un grand nom en majuscule. Hein. Le match de Boston, moi j'ai été hyper impressionné par le match de Boston sur le Game 2. La réaction qu'ils ont, alors que t'as pas Marcus Smart, on a dit, il n'y a pas Middleton, tu as dit, on va en reparler, mais la réaction de Boston à domicile, de l'entame à la fin du match, c'est très clairement un non, mais en majuscule, c'est arrêtez, ne commencez pas, il y a une série. T'as raison, ils ont rappelé à tout le monde pourquoi ils sont la meilleure équipe de NBA depuis le début de l'année 2022 et en quoi ils sont cette meilleure équipe. C'est-à-dire que tu leur as enlevé Marcus Smart, défenseur de l'année, quand même, qui a reçu trophée de défenseur de l'année. Après, on peut discuter de est-ce que c'est le meilleur défenseur des Celtics. Moi, je trouve qu'on peut discuter parce que non, mais c'est pas du tout une critique contre Smart. Oui. C'est juste pour dire à quel point cette équipe possède de nombreux excellents défenseurs. Je veux dire, sur le Game 2, donc t'as Grant Williams. Attends, Grant Williams, c'est extraordinaire sa défense. Wow. Je l'adore. Ce joueur est incroyable. Énorme, un délice, moi j'adore. C'est quoi que j'ai lu, c'est pur joueur. C'est Draymond Green qui a eu un fils avec Dion Brooks. Mais un truc comme ça. Il est imblairable, il est tout le temps placé où il faut. C'est très dur de le passer quand il est Ron Artest. Très dur de le passer quand il est sur l'homme. En aide, c'est impeccable. Et en plus, il est entouré de Jason Tatum, qui est pas un manchot en défense, il l'a montré au tour d'avant et il le montre encore. Jaylen Brown, qui était beaucoup plus dans son match. Alors Ford, c'est le plus intelligent de tous. Et en plus, en protection de cercle, t'as Robert Williams. Donc là, la défense de Boston, ce qu'elle a fait à Milwaukee avait bien attaqué au match 1, mais pas avec des pourcentages incroyables. Et Boston avait pas très bien attaqué, avec des pourcentages pas incroyables non plus. Là, Boston a extrêmement bien attaqué. Enfin, surtout les pourcentages à 3 points ont explosé. Ils ont vraiment rentré leur tir et tout. Ça joue au basket, on va pas se tromper. Mais surtout, ils ont mis un truc défensif. C'est-à-dire que là, Milwaukee galérait à scorer, quoi. Vraiment. Ouais. C'était, c'est le Boston. Ils se sont fait. Moi, je trouve qu'il y avait vraiment un côté, genre, ils se sont fait surprendre au premier match parce que les mecs venaient de jouer 4 fois Brooklyn. Et c'est compréhensible, les mecs venaient de jouer 4 fois Brooklyn, donc c'est un peu, tu sais, t'es avec ton couteau comme ça, et puis tu fais des trucs dans du beurre, et puis tu fermes les yeux, on te remplace le beurre par un bloc de béton, tu dis, putain, merde, ça marche plus autant. Qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Ils se sont fait surprendre. Ouais, ils se sont fait surprendre. Mais ils l'ont dit d'ailleurs. Ils avaient perdu l'habitude, entre guillemets, là, voilà. Ils l'ont dit, ouais. Du coup, ils ont tout de suite rectifié, et ils ont montré que, genre, je sais pas, moi j'ai eu cette sensation, tu vois, genre, Milwaukee n'a pas lâché le match, ils étaient loin derrière, mais on sentait qu'ils essayaient de revenir, à chaque fois qu'ils revenaient à 10 points et tout, chaque fois il y avait Tatum ou Brown qui arrivaient, non. Boston a vraiment été très fort. Tout à fait dans les détails de l'avant-match et de pendant le match, pour ceux qui l'ont pas forcément vu. Il y a plusieurs joueurs de Boston qui se sont exprimés sur le fait qu'ils avaient été
un peu choqué de la manière dont Milwaukee, très fort, champion en titre, avait dicté le rythme. On était sur un Game 1 où ils ont vraiment joué slow tempo, où Milwaukee défend fort, boxe au rebond, beaucoup trop physique. T'avais l'impression que les mecs étaient genre... T'avais l'impression qu'ils faisaient tous 10 cm de plus que les joueurs de Boston. Et donc, ils disaient, c'est pas le Brooklyn de Patty Mills, Goran Dragic et Kyrie Irving. Genre là, on a vraiment pris 15 cm tous dans la gueule. Tout à fait, le côté physique, vraiment brute épaisse. Et donc, quand Boston démarre son match, un des ajustements préférés, moi j'ai vu d'entrée, c'est qu'au bout de 3 minutes, Ime Udoka sort Robert Williams et dit on va faire entrer Grant Williams. Et vous mettez les 2 pieds sur l'accélérateur. Jaylen Brown a été extraordinaire sur la première mi-temps, hein, il est sur un match jordanesque. Et ça court. Et donc Milwaukee se retrouve vraiment à reculons sur tout le match en disant genre, qu'est-ce que c'est que cette espèce de vague verte qu'on vient de se prendre dans la gueule, parce que tous les shoots à 3 points rentrent, on n'arrive pas à attaquer, et dès qu'ils peuvent ils sanctionnent, donc ça trace, avec les Tatum, avec les Brown, avec tous les garçons qui se disent, cette fois on ne va absolument pas attaquer demi-terrain. Comme tu le dis sur le 3e quart-temps, gros Giannis, Milwaukee qui essaye un peu plus d'imposer son rythme, donc tu te dis ah putain, quelque chose qui rentre. Ouais, tu te dis ah merde, c'est pas fini, etc. Tu fais putain. Ils vont réussir à la Bucks à imposer le truc, donc le TD Garden commence à devenir silencieux et tu te dis. C'est Tatum aussi qui est. Bien sûr. Et donc là, à ce moment-là, et ça a été peut-être un des moments les plus marquants, c'est que à ce moment précis, quand Milwaukee revient à 10-12 points, et je laisserai les fans de Boston confirmer, mais il y a une petite goutte de transpi, parce que tu te dis comment va réagir Boston. Et la réaction qu'ils ont eue, c'est une réaction de contender. Ouais. C'est-à-dire que les mecs, ils ont dit non, on va pas se faire avoir une deuxième fois à ce piège-là, on remet les pieds sur l'accélérateur. Et donc, quand il faut se battre au rebond offensif et la lâcher pour Tatum à 3 points, il se donne, et ça repart, et ça ressort, et ça repart, et Grant Williams sur tous les ballons, etc. Donc, collectivement, impressionnant Celtics, il y a plus 20 sur le match, il y a plus 20 sur la feuille de match. Enfin, je veux dire, c'était très clair qui a été la meilleure équipe du Game 2. La meilleure équipe du Game 1, c'était les Bucks, la meilleure équipe du Game 2, c'est les Celtics. Sans véritable débat. Et comme tu le disais, on a senti là une bonne absence de Chris Middleton, on va pas se mentir. On va pas se mentir sur le Game 2. Autant le Game 1, comme les Celtics ont eu beaucoup de mal à 3 points et que Milwaukee a trouvé quelques angles d'attaque intéressants et tout, c'est passé. Là, sur le Game 2, c'est sûr que quand ils sont en train de pusher et de revenir à 10-12, là, ils ont besoin d'un Middleton pour mettre les gros tirs qui font mal Ouais. C'est pour varier. Genre, Middleton sait qu'il monte le ballon, il passe derrière un écran, boum, il pull up parce que le mec adverse ne monte pas tout de suite, tu vois. Voilà. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, quand t'as la chute, quand t'as Jrue Holiday qui joue comme un All-Star et Brook Lopez qui est défenseur de l'année sur le Game 1 et qu'il retombe sur terre un peu au Game 2, là, t'es content d'avoir un Middleton qui dit genre, moi, les gars, il y a des options encore. Je peux m'occuper offensivement de ce qui va se passer. Donc, vraiment impeccable de la part de Boston, qui d'ailleurs sur 2 matchs fait un travail sur Giannis qui est assez extraordinaire, parce que Giannis fait un énorme 3e quart-temps, mais sur le Game 2, la première mi-temps, on s'est posé la question, genre, qu'est-ce qu'il fout là, le freak? On l'a pas vu jouer comme ça. Après, il a raté des trucs... Il a pris des décisions, il était à genre, ouais, voilà, c'est ça. Mais parfois, Giannis, il est comme ça. C'est 2 fautes de suite aussi, là où il prend la 3e et la 4e comme un débilos. Stupide. Ouais, ça c'est Giannis aussi, on le connaît, il s'énerve aussi, il doit être frustré aussi de jouer une défense aussi relou, ça doit être frustrant. 2, il n'a pas Middleton et donc du coup il y a beaucoup plus de charge de responsabilité offensive qui repose sur lui et ça doit lui ramener beaucoup de stress et tout. Donc du coup ouais, il s'est énervé dans le Game 2, il a été saoulé et ça c'est sûr que Boston va s'enfoncer dans cette brèche et s'ils peuvent saouler, maintenant leur objectif à Boston c'est d'aller en prendre l'un des deux déjà. Il faut. Tu peux pas, de toute façon tu peux T'as pas perdu l'avantage du terrain donc il faut. Qu'il faut aller en prendre un des deux, donc l'un des bons moyens c'est d'essayer de contenir le grec qui pour l'instant, en termes de scoring, a des pourcentages assez crado. Tu peux pas faire mieux, quasi, côté Boston. Ça va être dur. Tu peux pas, ouais. C'est vraiment... sachant qu'en plus, là, tu vas à Milwaukee, donc tu sais que ça va jouer plus vite, que les calls vont être dans le sens des Bucks, c'est normal. Ils savent. Le public aussi qui va le public qui va pousser. Tu sais que là, Giannis, l'over-under de Giannis qui tente moins de 10-12 lancers francs sur le prochain match, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Maintenant... C'est assez fascinant de voir comment est-ce que les types sur KD puis sur Giannis sont en train de faire un travail défensif exceptionnel. Ça revient aux joueurs et aux coachs et au staff. Exactement, avec très bien préparé, grosse réflexion tactique et tout. Là, la grosse différence par rapport à, évidemment au tour d'avant avec Brooklyn, c'est que là, par contre, ils ont en face d'eux des mecs qui vont jouer ultra dur de la première à la dernière minute. Et donc, comme sur le Game 1, si Boston n'arrive pas à rentrer ses 3, ils sont dans la merde. Parce que la raquette de Milwaukee, elle est impraticable. C'est impraticable le truc. Trop dur. C'est l'enfer.
Donc du coup, il y a cette sorte de pression et d'obligation. Beaucoup de choses reposent sur Jaylen Brown, beaucoup plus que ce que j'aurais cru. Jaylen Brown doit scorer. Ah oui, Ils ont besoin de son scoring. Parce que Tatum arrive à scorer quoi qu'il arrive. Jaylen Brown, c'est un peu plus les montagnes russes. Et donc, ils ont besoin de ces points. Faut pas oublier non plus qu'au Game 2, non seulement Grant Williams a proposé une prestation à cheval entre Ron Artest et Dennis Rodman en défense, et en plus, il a rentré des 3, l'autre. Laisse tomber, hein, l'autre. Il met au moins 20 points. Hein. Bien sûr. Donc ça, on verra. S'il est capable de le faire à chaque fois, merci, bienvenue. Bon, bah voilà, Boston, félicitations pour le titre. Bravo, voilà, exactement. Tu vois, genre... On verra, là, c'était un peu le Grant Williams game. Extraordinaire. C'était tout à fait, c'était le Grant Williams game. Donc tu l'as. Félicitations, ils ont besoin de ça, Boston. Mais ils ont besoin de ça tout à fait. Jaylen Brown, on parle souvent d'attaque, mais Dieu sait s'il a mis aussi un peu Jrue Holiday dans sa poche parce qu'il était un peu frustré de ce qui se passait au Game 1. Donc Jrue Holiday, ça a été beaucoup plus compliqué que lui. Ouais. On est à un partout dans cette série et on se dirige sur 2 matchs à Milwaukee. Je rappelle évidemment que Middleton ne peut pas jouer. Il va y avoir une grosse ambiance. C'est match à 100. Middleton ne jouera pas de la série, donc ça c'est sûr. Middleton, franchement, ne jouera plus des playoffs, je pense. Wow. C'est pas ce que je lui souhaite, hein, mais je souhaite à Milwaukee d'aller loin, mais même s'ils vont loin, moi je pense que Middleton revienne. Allez, on verra. On va toucher du bois pour lui dans tous les cas. Lorsqu'on se retrouve en Game 5 de retour à Boston, quel est le score de la série ? 2-2. Ouais, 2-2. Je vois bien Boston en prendre. Je les vois pas prendre forcément les deux quand même, faut pas exagérer non plus. Pareil, 2-2. On a mis quoi sur la série ? T'as mis 4-2 Celtics, 4-2 J'ai dû mettre 4-3 Celtics peut-être. Moi j'ai dit qu'il finissait à Milwaukee. J'ai mis Celtics. Un plus grand calme. J'ai mis 4-2. Ouais, c'est ça. Ils sont capables. Ils peuvent, hein. Il faut respecter le game plan du match 2. Et dites-nous vous ce que vous pensez de cette série parce qu'elle est vraiment formidable. L'écart entre la série Miami-Philadelphie et Milwaukee-Boston, il fait de la taille du Grand Canyon, quoi, à peu près. Ah ouais. On est vraiment sur une super série. Là, d'un côté, par rapport à l'autre. Là, si t'es fan du Heat, t'es content de jouer les Sixers. Tu regardes ce qui se passe dans la série d'à côté, tu fais la vache. Allez-y, là, pétez-vous la gueule. C'est clair. Ouais. Mettez-vous des coups là. C'est vrai. Mettez-vous des nions, on va se retrouver en finale de conf. Fatiguez-vous là, mettez-en 7. Les Sixers, allez-y, éclatez-vous la gueule. C'est ça, hein. Ouais, on va voir comment Giannis aussi peut un peu mieux contribuer. Côté, juste pour finir, puisque là on a fait les pronos un petit peu, juste la to-do list, 2-3 choses à exécuter de part et d'autre. Côté Bucks pour commencer, si tu es les Bucks, plus agressif. Giannis ils sont agressifs les Bucks. Hein. Tu voudrais qu'ils soient plus agressifs les Bucks ? Moi je trouve que par rapport aux 2 premiers matchs, il y a eu un match où ils sont rentrés dans la main de la défense de Boston, un petit peu genre on va rentrer dans votre jeu, ça défend très bien en face, hein, mais où je trouve que ça manquait encore un peu plus de muscles sur le game 2. D'accord. Avec aussi du shoot à 3 points évidemment, mais je trouve que là quand tu es à domicile, arrêtez avec Al Horford qui défend comme ça là. 2 fautes dans le premier quart-temps, basta. Fais-moi rentrer qui tu veux. Il y a ça, et il y a... je trouve que quand Giannis, son gros 3e quart, et où Milwaukee a vraiment mis la pression sur la... Pourtant, Boston avait une grosse avance, mais comme tu l'as dit, genre, il y a eu une petite sueur quand on s'est dit ils vont quand même pas aller remonter ça, tu vois. C'est aussi parce que, et on en avait déjà parlé précédemment sur Milwaukee, et je trouve que Mike Budenholzer et Giannis devraient plus insister, surtout face à cette excellente défense de Boston. Giannis pose des écrans. Giannis en screener, pas forcément en porteur de balle. Ils ont trouvé quelque chose sur la deuxième mi-temps. Ouais. Oh là 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 là, parce que là, même si t'as une défense exceptionnelle comme celle de Boston, tu peux pas empêcher Giannis de rouler. Et ils sont capables de le trouver. Et du coup, quand ils le trouvent, soit ils peuvent le trouver en l'air ou quoi, mais ils le trouvent souvent beaucoup plus près du cercle. Et là, tout Grant Williams que t'es, alors Ford, ce que tu veux, tu peux rien faire. Non, c'est sûr. Il est trop puissant, il est trop grand, il a dû toucher près du cercle, enfin tu vois, voilà. Donc ça, insister, au-delà, il y a l'agressivité, pourquoi pas, mais surtout, tactiquement parlant, les Bucks doivent un petit peu plus se creuser la tête qu'au round précédent face aux Bulls. Ils doivent un peu plus réfléchir, et à mon avis,
quand je roule l'idée à la balle, Giannis qui vient poser les écrans, tu sais quoi, même avec des Connaughton ou des Grayson Allen, vas-y, il n'y a pas de souci. Viens poser les écrans et jouer comme ça, essayer de faire rouler Giannis. Ne serait-ce que, même si tu n'arrives pas à le servir, et ils vont le suivre la défense, tu vas pas laisser Giannis rouler. Donc tu vas créer des espaces pour des shooters et tout. Deuxièmement, agressivité, Brook Lopez en attaque. Parce qu'au premier match, il a été pas mal en agressivité en attaque. Au deuxième match, Brook Lopez en attaque, il est un peu trop inexistant. Et ça, c'est un souci face à une aussi bonne défense. Mieux démarrer les matchs aussi. Parce que voilà ma to-do pour Milwaukee. J'ajoute mieux démarrer les matchs. Tout champion en titre que tu sois, c'est fatigant de toujours courir après le score. Je suis d'accord. Donc ce serait bien aussi que Milwaukee démarre en disant genre, maintenant c'est vous qui allez courir, ok ? Parce que là, ils se sont pris un 30-10 à un moment, t'étais là genre... Ok, formidable de revenir au score. Mais une fois que t'as fait tous ces efforts, non, mais c'est sûr. Tu te reprends 10-12 points, donc mieux démarrer. Et côté Boston, évidemment, reproduire le schéma du Game 2, continuer à bien défendre comme ça sur Giannis, et espérer qu'il n'y ait pas de mec qui step up. Donc que les Jrue Holiday et Brook Lopez restent Jrue Holiday et Brook Lopez. Continuer à bien défendre, et puis on le voit bien, hein, leur adresse à 3 points et leur faculté à faire tourner la balle en attaque pour trouver le mec ouvert, après il faut les mettre. Mais déjà, rien que ça, en fait, ça reste une des clés, parce que je ne pense pas qu'il y ait de vraies clés tactiques pour tellement bien attaquer cette raquette. Cette raquette, elle est trop blindée. Non, bien sûr, c'est trop compliqué. On va surveiller le retour de Marcus Smart, qui était donc absent au Game 2. Jaylen Brown a dit on a besoin de lui dès le Game 3. Donc ce sera ce week-end. On verra notamment le Game 3 de cette série. Dites-nous, vous, ce que vous pensez de ces deux confrontations, dans tous les cas de la conférence Est. Nous, je crois qu'on va devoir enchaîner de l'autre côté de la NBA. Ouais, exactement. On se retrouve dans l'autre apéro. Des bisous. Ciao. Ciao.